Pour y voir plus clair sur les dernières techniques qui permettent de garder un visage radieux le plus longtemps possible sans user du bistouri, on va tout de suite donner la parole à notre invité. Bonjour docteur Olivier Claude. Bonjour. Vous êtes chirurgien plastique et esthétique à Paris. On va parler de toutes ces méthodes aujourd'hui non chirurgicales pour rajeunir ou embellir un visage avec vous. Mais pour commencer, expliquez-nous déjà pourquoi on vieillit plus rapidement finalement du visage que du reste du corps, hein. Alors pour deux raisons principales. La peau au niveau du visage est plus fine que sur le reste du corps et c'est une peau également qui va être un petit peu plus agressée. Elle est plus exposée au soleil, elle est plus exposée à la pollution et c'est une peau aussi qui va s'affiner plus rapidement avec une diminution du fonctionnement des fibroblastes, cette cellule clé du derme. Donc on aura moins de fibres de collagène et moins de fibres d'élastine au niveau de la peau. Alors on produit moins de collagène à partir d'un certain âge, c'est l'un des problèmes, hein, mais le collagène c'est vraiment essentiel. Oui, c'est la protéine fondamentale de la peau. Cette protéine, elle va assurer la tonicité de notre peau, c'est un peu sa colonne vertébrale. Donc c'est très important de nourrir et stimuler les fibroblastes pour que ces cellules puissent produire mieux ce collagène, un petit peu comme on pourrait faire du cardio-training pour muscler notre cœur avec les années. Est-ce qu'il y a un âge moyen où ce collagène il commence à être déficient? C'est vers quel âge que ça commence la dégringolade? En fait, tout apparaît assez vite, mais on s'en rend compte assez tard, avec un petit temps de retard. Mais à partir de 25-30 ans, le collagène fonctionne un petit peu moins bien. Donc il faut entretenir avec une bonne alimentation, des bonnes crèmes. En fait, dès 25 ans, on vieillit quoi, de la peau en tout Exactement. cas. Ah oui. Alors, vous avez dit cette histoire de collagène en surface de la peau, mais ce qui se dégrade aussi avec le temps, c'est ce qui se passe en profondeur, en fait. Hein. Expliquez-nous ce qui vieillit aussi, finalement. Exactement. Avec les années, nous perdons de l'os et de la graisse profonde. Et cette perte d'os et de graisse en profondeur, ça va entraîner une perte de soutien, de support du visage, et les tissus vont tomber vers le bas et vers l'avant, au niveau du sillon nasogénien, du pli d'amertume, et même créer un petit peu plus tard la région bas-joue. Ah, on n'aime pas ça. Ça m'a fait peur le mot bajou. Alors, justement, pour combler ce vide en profondeur, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Des injections, mais de quoi? Alors, on va réaliser des injections d'acide hyaluronique, mais en profondeur. Comme le problème se situe en profondeur, il va falloir traiter à ce niveau et non pas en superficie. Si on réalise des injections d'acide hyaluronique trop en superficie, on va alourdir le visage et bloquer les mimiques. Alors que si on injecte en profondeur, on va restaurer ce soutien, ce support, et on obtiendra un résultat naturel et harmonieux. Mais ça fait peur parce que, par exemple, si je me décide d'aller faire des injections d'acide hyaluronique, c'est à moi de dire aux praticiens en profondeur et pas en superficie, comment on sait où et quelle profondeur, à quel point on va au fond, vous dites, comment on sait ce qu'on nous injecte et comment on nous l'injecte? C'est pas évident, ça? Non, c'est pas évident. Et c'est pour ça qu'on fait 10 à 15 ans d'études. C'est pour savoir analyser un visage, mais la première étape, Julia, très importante, ça va être écouter nos patients, savoir quelle est la demande de nos patients. Ensuite, on va analyser le visage et en fonction de ces deux paramètres, on va réaliser un plan de traitement qui sera personnalisé pour chacun de nos patients. Donc ce qu'il faut à Mélanie, c'est pas ce qu'il me faut à moi. Non, ah ben non, exactement. Voilà, c'est ça, parce que jamais la même chose. Même si vous étiez des sœurs jumelles, vous auriez peut-être des souhaits différents, donc un plan de traitement qui sera différent. Je reviens sur mon histoire de profondeur qui fait un petit peu peur comme ça, dit comme ça, mais c'est à quel point profond, je me rends pas compte. Parce que quand vous faites du botox de manière superficielle, c'est à combien de millimètres? Et profond, c'est profond jusqu'à l'os? C'est jusqu'où? Ça peut être profond jusqu'à l'os et ça ne doit pas vous faire peur parce que ça fait mal. Plus on est en profondeur, moins il y a de sensibilité. Les rameaux sensitifs sont surtout sur la partie la plus superficielle de la peau. Donc plus je suis en profondeur, moins c'est sensible pour nos patients et moins il y a de risque d'échymose parce que on a moins de vaisseaux en profondeur. Les petits vaisseaux sont surtout en superficie, donc en général les patients sont moins sensibles pendant la séance d'injection et il y a moins de risque de bleu, d'échymose. Et vous mettez de la crème anesthésiante ou vous y allez direct? Presque systématiquement, j'utilise des crèmes anesthésiantes qui sont plus fortes que les crèmes EMLA qu'on trouve dans le commerce. Ce sont des crèmes qui sont réservées aux médecins, qui nous permettent d'avoir un confort pour nos patients. Pas mal. Alors on va expliquer quelque chose aussi qui est assez nouveau pour encore plus de précision sur vos injections. Donc vous utilisez ce qu'on appelle les MD codes. Expliquez-nous le plus simplement possible de quoi il s'agit. C'est comme une cartographie du visage, je crois. Oui, c'est ça. En fait, c'est un outil d'analyse architecturale du visage qui va nous permettre d'analyser et de réaliser un plan de traitement personnalisé. En fait, il faut comprendre que notre activité de chirurgie de médecine esthétique a une dimension artistique qui fait toute la magie de notre métier et ce qui nous passionne, mais c'est
aussi un acte médical comme les autres, donc on doit le faire avec la même rigueur que les autres spécialités. Et donc nous avons par exemple dans d'autres spécialités, les radiologues, lorsqu'ils font une analyse d'un sein au cours d'une échographie mammaire, ils vont parler avec des codes. Ils vont dire par exemple UQS, ACR3, ça veut dire qu'au niveau du sein, on va avoir dans 3 à 4 mois, à l'union des cadrans supérieurs, une image qu'il faut surveiller. Eh bien nous, avant les MD codes, on n'avait pas cet outil de codification. Donc ça nous permet d'analyser, de parler tous le même langage. On peut parler à un confrère qui est à New York, qui est à Sydney, et lui dire exactement quelle séquence de traitement nous avons réalisée. Et ça nous permet d'avoir une séquence personnalisée pour nos patients qui nous permettra d'obtenir les meilleurs résultats. Et ça permet de savoir comment un visage va vieillir, c'est ça? Et où il faut agir exactement. C'est formidable. Exactement. C'est de la médecine sur mesure, donc c'est ça? Exactement, c'est ça. En fait, lorsqu'on est face à un visage, on va essayer de repérer, un petit peu comme un architecte face à une maison, quelles sont les zones de faiblesse, quels sont les maillons faibles, et on va essayer d'éviter Elle me montre son visage, c'est faible partout, Julia. C'est quoi mon maillon faible? C'est difficile comme ça. Pas Julia. Oui, c'est ça, secret professionnel. Il a vraiment de bonnes manières, ce docteur Claude. On n'a pas fini avec vous, on va continuer cette mise au point sur les nouvelles techniques de rajeunissement du visage. Aujourd'hui, il n'est pas toujours nécessaire de passer au bloc opératoire pour revenir en arrière de quelques années ou donner à son visage un petit coup d'éclat, un petit coup de peps. On va vous détailler ces nouvelles méthodes, ces soins, hydrafacial, mésothérapie, skin booster. C'est un vrai coup de jeune qu'on vous propose ce matin sur Europe 1. 11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez. Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous. Jusqu'à 12h30, c'est votre émission Bien-être tous les matins. Alors aujourd'hui, on vous fait découvrir ce qui se fait de plus moderne pour entretenir son visage, son teint, pour paraître jeune et dynamique le plus longtemps possible. Et il y a des tas de nouvelles façons de procéder. Le bon vieux lifting serait-il sur le point de disparaître? C'est ce qu'on va voir avec le docteur Olivier Claude, notre invité, chirurgien plastique et esthétique à Paris. Alors docteur, une fois que les fondations du visage, dont on a parlé juste avant, ont été consolidées, par exemple avec ces injections d'acide hyaluronique en profondeur, on va voir comment on peut agir peut-être en surface sans passer par le bloc opératoire. Et ça commence, je crois, notamment par un bon nettoyage de visage. Vous conseillez par exemple des nettoyages profonds du type hydrafacial, c'est le nom de la technique. Ça consiste en quoi? Comment on pratique ce type de soins? Alors oui, effectivement, c'est une étape très importante. Une fois qu'on a réalisé cette restauration du soutien du support en profondeur, c'est la première cause du vieillissement, cette perte de support avec les traitements acide hyaluronique en profondeur. Il va falloir s'occuper de la superficie. Une fois qu'on a fait ce travail d'architecte, on va devenir un peu plus architecte d'intérieur. Ouais. Et la première étape de cette étape superficielle, ça va être le nettoyage de peau en profondeur, type hydrafacial. Donc on va nettoyer la peau sur sa partie profonde, on va enlever tout le sébum au niveau des pores, la peau va mieux respirer et on va ensuite, à la fin de la séance, infiltrer un sérum qui va nourrir et stimuler la peau. C'est un sérum qui va contenir de l'acide hyaluronique très fluide, des antioxydants, des vitamines, des facteurs de croissance. Et ça, c'est... on est très intéressés. Je pense qu'on a la même question avec Mélanie, c'est ça, il faut le faire avant une injection? Ça prépare à l'injection? Ça va pas préparer... C'était pas de question? Non, c'était pas la question. Moi, je voulais savoir à quel rythme il faut faire ce genre de soins. Ça va pas préparer une injection, mais ça va préparer les autres soins de la peau. Effectivement, c'est un peu la porte d'entrée pour les autres soins de la peau. Pour les crèmes de jour qu'on met, ce genre de choses. Alors oui, effectivement, lorsqu'on utilise ces nettoyages de peau en profondeur, les peaux vont être beaucoup plus réceptives à nos crèmes. Donc les crèmes vont être plus efficaces. Si on se met une très bonne crème sur la peau et qu'on n'a pas fait cette étape, c'est un peu comme si on va à l'opéra avec des boules qui on en profite moins. L'image est pas mal. C'est un simple nettoyage de peau? Non, je peux le faire profond. Non. Je peux pas le faire à la maison? Non, vous ne pouvez pas le faire parce qu'il faut une machine très spéciale qui va infiltrer un sérum, qui va ensuite aspirer ce sérum pour nettoyer les pores en profondeur, réaliser un micro-peeling qui n'entraîne pas d'éviction du soleil, mais qui va nettoyer ces pores en profondeur. Et ensuite, on infile ce sérum avec ces actifs particuliers dont je viens de parler. Mais sur les peaux fines, par exemple, vous le faites quand même parce que c'est pas trop abrasif? Vous parlez de peeling. Alors, très bonne question. Comme tous les soins, il va falloir adapter la puissance de l'aspiration et les sérums qui vont être appliqués
à la fin de cette séance. Là aussi, c'est du soin un peu à la carte. Ça coûte combien en moyenne un soin hydrafacial? Effectivement, ça va dépendre des soins, des protocoles, de l'expertise des équipes, mais c'est à peu près entre 200 et 250 € par soin. À quelle fréquence faut faire ça? Ça va dépendre des peaux également, à peu près une fois par saison on dit, mais si on a une peau très séborique, un petit peu plus grasse, il faut parfois le réaliser plus souvent, parfois tous les mois ou tous les 2 mois. Alors dans les semaines qui suivent l'hydrafacial, vous préconisez de faire une séance de micro-needling. C'est quoi exactement? Alors le micro-needling, comme son nom l'indique, ce sont des petites aiguilles, il y a des dizaines de petites aiguilles qui vont rentrer sous la peau à une profondeur déterminée, une vitesse déterminée. Et ce simple micro-needling, ça va suffire à activer les fibroblastes. Encore une fois, c'est la cellule clé du derme. Donc on va synthétiser plus de fibres de collagène et de fibres d'élastine. Et à la fin de la séance, on va utiliser un sérum qui va pénétrer par les petits orifices créés par ce micro-needling. Et ce sérum, encore une fois, il va utiliser plusieurs actifs, de l'acide hyaluronique très fluide, des vitamines, des antioxydants, des facteurs de croissance. Vous injectez rien avec les En gros, c'est comme des petites blessures qui permettent à la peau de se régénérer, c'est ça? C'est des micro-blessures de la peau et du coup, elles se renouvellent, c'est ça? Exactement. J'ai bien pas compris. mal, ça fait pas mal ça? Et ça ne fait pas mal. Et tous les combien et combien ça coûte? Elle prend note pour tout là. Alors tous les combien, ça va dépendre des protocoles, ça va dépendre des peaux, mais on peut faire 3 cycles espacés d'1 mois et après une séance d'entretien tous les 3 à 6 mois. Et quand est-ce que Julia peut venir? Non, je plaisante. Alors on peut aller travailler après ce genre de séance, parce que vous dites quand même si ça fait pas mal, ce sont des micro-aiguilles, des micro-aiguilles, etc. Mais je peux aller travailler derrière ou pas? Alors en général, il n'y a pas d'éviction socio-professionnelle, on peut avoir la peau légèrement rosée pendant 24-48 heures. En général, c'est peu ou pas visible. Et ça coûte combien? Vous m'avez pas répondu. Ça va dépendre des protocoles, encore une fois, ça va dépendre des actifs qui sont mis en place, à peu près entre 150 et 300 € par séance. Alors, est-ce qu'on peut associer le micro-needling avec de la mésothérapie? Oui, alors la mésothérapie... Alors, qu'est-ce que c'est déjà? Alors, la mésothérapie, là, ce sont des injections un petit peu plus en profondeur, mais dans la partie toujours la plus superficielle de la peau. Et l'objectif, c'est encore une fois de nourrir et stimuler la peau avec ce cocktail d'actifs, acide hyaluronique très fluide, c'est-à-dire non réticulé. C'est pas de l'acide hyaluronique qui va faire un volume, mais qui va nourrir la peau, associé à des vitamines et des antioxydants. C'est de l'hydratation puissante. C'est un peu ça. On peut le résumer comme ça. C'est vraiment s'occuper de la peau en superficie et ça va donner un coup d'éclat, diminuer les petites rides. C'est vraiment une partie très importante de nos soins. C'est un petit peu comme ce travail de décorateur d'intérieur dont je parlais. Bien sûr. Et on peut l'associer avec le micro-needling. Ça fait pas trop de Exactement. D'injection. Ça peut être utilisé en association lors de la même séance. Alors j'ai beaucoup d'amis, de nombreuses copines qui sont accros complètement à des soins qu'on appelle les skin boosters. D'ailleurs tous ces soins, ils sont en anglais. Skin booster, ça s'écrit comme la peau, S-K-I-N et booster B-O-O-S-T-E-R. J'appelle ça pour ceux qui ne sont pas anglais fluides, on va dire. C'est quoi un skin booster? C'est la même chose que tout ce dont on vient de parler ou pas? C'est comme la mésothérapie? Alors, c'est assez proche. En fait, un skin booster, c'est de l'acide hyaluronique extrêmement fluide, mais réticulé. Réticulé, ça veut dire stabilisé. Ça veut dire que c'est un acide hyaluronique qui est là pour restaurer le moelleux de la peau. Il n'est pas vraiment là pour nourrir la peau, mais pour restaurer le moelleux des tissus. Donc, c'est un outil très important, mais l'acide hyaluronique, lorsqu'il est stabilisé, il dure toujours, il reste sous la peau toujours un petit peu plus longtemps que ce qu'on pense. Donc il ne faut pas abuser non plus de cet outil. C'est un excellent outil, mais il ne faut pas faire des séances tous les 6 mois de skin booster. Ah bon, tous les combien alors? Ça va dépendre des peaux, ça va dépendre des localisations, mais ça va être en fonction de l'analyse du praticien. D'accord. Mais ça peut être une fois par an si c'est par des petites doses. Mais vous dites qu'il ne faut pas abuser parce que c'est quoi le risque en fait? Eh ben, le risque c'est qu'il y en ait trop sous la peau, donc il faut utiliser toujours, ça c'est vraiment un principe de base, utiliser plusieurs outils qui vont travailler en synergie. Le vieillissement du visage, c'est un processus multifactoriel, donc je vais utiliser plusieurs outils qui vont travailler en synergie. Toujours utiliser la dose minimale nécessaire de chaque outil. 1 + 1 = 3. On fait jamais que du botox, que de l'acide hyaluronique. Il faut faire un mix de ces pratiques, c'est ça? Exactement, c'est la même chose. Si je veux prendre soin de mon corps, je vais utiliser plusieurs activités. Je vais faire peut-être un peu de cardio-training, un peu de renforcement musculaire, un peu de pilates. Et toutes ces activités vont se compléter. Docteur, tout ce qu'on vient de voir, là, tous ces soins, que ce soit l'hydrafacial, le micro-needling, la mésothérapie ou encore les skin boosters, les soins skin boosters, est-ce qu'il y a éventuellement des contre-indications? Et puis finalement, est-ce qu'il y a une tranche d'âge pour laquelle c'est plus conseillé? Est-ce qu'on peut faire quand même ça à 70 ans ou c'est conseillé plutôt pour des femmes plus jeunes? Enfin, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus?
Alors, il n'y a pas de réelle contre-indication. Il faut que la peau soit saine, donc pas d'infection, pas de poussée d'herpès, pas de poussée d'acné, bien entendu. Et il faut éviter le soleil dans les semaines qui suivent pour les gestes un petit peu plus importants. Et en général, pour les gestes les plus simples, c'est juste pendant 24-48 heures éviter le soleil. Et avec tous ces soins, docteur Olivier Claude, est-ce que ça permet d'éviter d'avoir affaire à de la chirurgie, à un lifting un jour ? Alors, excellente question. En tant que chirurgien plasticien, je vous répondrai que le lifting reste l'outil le plus puissant pour rajeunir un visage, mais aujourd'hui ce n'est plus une étape obligée comme ça l'était auparavant, et c'est vrai dans toutes les spécialités médicales, comme en cardiologie, on ne fait plus des pontages coronariens aussi souvent qu'avant, on fait du minimal invasif, on pose des stents. Nous, nos stents à nous, ce sont les injections d'acide hyaluronique profonde, les fils tenseurs. Vous allez peut-être devoir ranger le scalpel, en tout cas concernant le Botox, il y aura sûrement toujours des prothèses mammaires et d'autres interventions, mais concernant le lifting, il est peut-être amené à disparaître avec tous ces outils maintenant que vous avez à votre disposition. Vous pensez ? Alors peut-être dans de nombreuses années, je pense qu'il y a encore aujourd'hui d'excellentes indications pour le lifting cervico-facial, mais on opère sur des peaux qui sont entretenues grâce à cette synergie des traitements. Donc on a également des suites de lifting beaucoup plus légères, plus simples que ceux qui existaient auparavant. Et puis maintenant, vous faites les demi-liftings, vous faites plus les liftings entiers, du visage en entier. Exactement. Le lifting frontal a presque disparu grâce aux injections de Botox, par exemple. Elle est bien renseignée quand on parle d'esthétique. Quand on parle de zona, il n'y a plus personne. Je suis passionnée et je vous remercie. C'est très clair en tout cas. Et à quel âge on commence pour le coup ? Parce que là, on a dit ok, peut-être qu'on passera quand même par la phase lifting un jour, en tout cas sur une peau qui aura été mieux entretenue tout au long des années. Mais est-ce que, je ne sais pas, ces soins skin booster, hydrafacial, vous conseillez de les commencer, je ne sais pas, à 40 ans, à 35 ans, 25. à 50 25, c'est peut-être un peu jeune, je ne sais pas. Vous disiez qu'à partir de 25, ça commence à partir en live. Exactement. Il faut commencer le plus tôt possible parce qu'on est dans une approche de plus en plus de prévention. Et c'est la même chose pour la silhouette. On va faire du pilate à partir de 25 ans. Avant, on commençait le pilate autour de 50-60 ans. Maintenant, on s'est rendu compte qu'en faire jeune, ça permet de mieux passer les années. C'est la même chose avec les injections. Il faut prendre en charge tôt sa peau avec des soins adaptés. On ne va pas faire les mêmes soins à 25, à 35 ou à 45 ans, mais il faut avoir cette prise en charge globale le plus tôt possible avec des soins à chaque fois adaptés à chacun de nos patients pour avoir des résultats naturels et harmonieux. Merci Dr Claude beaucoup pour cet éclairage sur cette nouvelle approche esthétique qui est en train de gagner du terrain, une médecine esthétique qui est finalement bien plus globale et qui offre à chacune et à chacun une prise en charge bien plus personnalisée.